Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia de la semaine du 16 novembre 2019, le numéro 46. Directement de Mont-Saint-Hilaire chez Richard Glenn, nous avons deux invités, Joanne Dagenet et Jérôme Pilon. Avec Joanne, j'ai parcouru des routes du sud de la province de Québec qu'on pourrait qualifier de routes de l'insolite. Vous serez témoin, vous verrez des choses étranges. Avec Jérôme Pilon de Survie Québec, nous allons parler de l'énergie électrique, particulièrement les piles électriques en cas de besoin. Ne manquez pas de lire le complément surprenant ou la version MP3 fournie par Jean-François Poulain, tous les deux dans le forum Orandia, à la régie Spirale. Écoutons maintenant un extrait de ce qu'on retrouve dans le club créé, salle 19-11 du mois de novembre 2019. Ben lui, il va appeler ça de la synchronicité, comme quasiment des hasards que ça arrive, mais c'est non causal. Alors que si c'est surconscient, c'est des êtres qui sont capables de gérer l'espace et le temps au point de provoquer, comme une orchestration, l'événement dans le rythme parfait pour que les deux se rencontrent au bon moment. Je te suis, je te précède, puis Jung n'aurait pas dit le... Mais tu sais, il parle de l'inconscient, puis moi je vais parler de surconscient. Oui, il n'y a pas d'objection à ça, par exemple. Je veux dire... non, mais ce que je veux dire, c'est que Jung, justement, a une approche phénoménologique. Donc, de son point de vue, avec tout le respect qu'on se doit mutuellement, il aurait considéré que ça, c'est une explication. Moi, c'est des vêtements, comme il dit, des vêtements. Là. Oui, à partir de là, on se trouve à habiller le phénomène, puis lui donner une interprétation un peu religieuse, par exemple, etc. Jung se serait probablement objecté à ça, quoique il rapporte des expériences de contact, de dialogue avec des morts, de dialogue avec des anges, des archanges, des prophètes. Et, quand on lit le livre rouge, là, c'est très, très particulier. Là. C'est absolument pas entraîné qu'il existe des formes de conscience supérieure. C'est juste qu'il appelle ça globalement l'inconscient pour la simple et unique raison qu'on n'en est pas conscient. Nous, l'être humain. Nous, on n'en est pas conscient. Alors, donc, l'inconscient, c'est tout ce dont nous ne sommes pas conscients. Donc là, après ça, qu'on divise ça en subconscient, puis en surconscient, puis pourquoi pas, là? Comme on divise parfois dans certains textes l'astral en bas astral, en haut astral, on peut considérer que l'inconscient, c'est beaucoup plus vaste que la conscience. Oui. Puis, donc, ça inclut des formes de conscience supérieure à l'être humain. Mais en pratique, d'un point de vue phénoménologique, on n'en est pas conscient. Donc, on appelle ça l'inconscient globalement pour cette raison-là. Vous avez sans doute reconnu Alain Niala, philosophe consultant. Bien, c'est devenu un véritable débat qui a duré plus d'une heure. Bienvenue. Bien, cette semaine, c'est un Vidéorandia plus simple. Parce que la semaine dernière, avec Nassim Aramain, c'est sûr, ça a attiré énormément de gens, des curieux. Et vous êtes bienvenus si vous êtes restés des nôtres, puisque Nassim a fait des déclarations intempestives, assez surprenantes concernant son rapport avec la réalité, appelons-la extraterrestre. D'autres diront aliénigène. Alors, cette semaine, on va revenir sur le sujet des phénomènes insolites, surtout au Québec. On est allé faire un peu de tourisme, oui, dans la province de Québec, au Canada. Et je l'ai fait en compagnie de Joanne, qui est avec nous, qui est une chroniqueur habituelle de nos rencontres. Bonsoir, chroniqueuse. Oui, t'aimes mieux ça que chroniqueur. Peu importe. C'est comme les danseuses au lieu des danseurs ou des danseurs. Alors, écoute, là, t'étais avec moi lorsqu'on est allé dans les cantons de l'Est. On en a profité là, durant l'automne, dans quelques fins de semaine, aller faire des randonnées en camion avec ton compagnon. C'est ça. Là, on voit les beaux paysages d'automne. C'était quand même très, très, très agréable. Ça fait des belles journées. Oui, hein. Tu nous as amenés dans des régions que tu connaissais déjà très bien, là, juste à la frontière des États-Unis. Hein. Oui, c'est ça. C'est dans mon coin. Oui. Aussi, en même temps, on reste dans ce secteur-là, mais plutôt dans les montagnes. On a été se promener du côté, on a fait deux endroits, du côté d'Hemingford, et après du côté du lac Champlain et des cantons de l'Est. Il faut dire que le lac Champlain, la plus grande partie du lac Champlain est aux États-Unis. On parle de Plattsburgh, de Burlington, c'est ça. Et puis moi, ça m'a ramené dans une région que j'ai déjà vécue de nombreuses années,
Et par le fait que j'étais aussi dans un lieu qui m'a servi dans le tournage d'un de mes romans vidéo, là, Le Grand Départ. Et on rencontrait un extraterrestre, un grand blond, qui nous avait conduits sur le bord d'une falaise, d'une faille géologique. Alors, on n'a pas retrouvé cette faille-là parce qu'actuellement, on nous dit que c'est un endroit interdit. Bon, à l'époque, il y avait moins de complications dans notre société, alors c'était plus facile d'aller là. Mais en fait, je sais pourquoi, c'est que la faille, d'un côté, c'est les États-Unis, puis de l'autre côté, c'est le Canada. Alors, il y a peut-être pas qu'il y a des gens qui circulent des choses ou qui traversent la faille, mais... Et non loin de là, il y a un village qui est tout près de Franklin, comme on pourrait dire, et qui s'appelait Dorea, D-O-R-E-A. Un peu plus tard, on ira faire notre tour là-bas. Mais, dans l'autre petite randonnée qu'on a faite ensemble, on s'est retrouvés à Mystique. Ouais. Faut dire que c'est comme étrange comme nom pour un village. Au Québec, là, on est spécialiste des saints et des saintes. Hein? À peu près tous les villages portent un nom de saint. Oui, de saint ou de sainte. Là, c'est ça. Alors, là, derrière toi, on voit qu'il y a des personnages, on voit des images, on sent qu'on s'approche du phénomène extraterrestre. Avec le village mystique, tiens, l'OVNI qu'on voit derrière toi, justement, là. Ah, celui-là. Bon. Alors, celui-là, il nous a tous surpris. Il t'a surpris. Ben, particulièrement lorsque je l'ai aperçu sur une photographie à l'entrée d'un domaine. Absolument. Qui est ouvert maintenant comme un musée pour les touristes, pour tous les curieux. Tu sais que moi, j'ai été souvent à Mystique. Oui? Je l'avais jamais vu. Tu n'avais jamais vu? J'avais jamais vu cette photo-là. Ah non? J'avais vu l'entrée, mais j'avais jamais remarqué ce qu'on voit sur la photo. OK. Alors ça m'a impressionné parce que toi, tu l'as détecté en rentrant dans le sentier. Alors ça, c'est une photo qui nous montre l'entrée du domaine. Alors, premièrement, quand on regarde... c'est tellement beau, Mystique, on dirait qu'on fait un voyage dans le temps quand on arrive là. C'est tout petit. Et, on avait le goût d'aller là. Et puis, tout à coup, on s'arrête, on débarque du camion, puis Richard voit ça. Écoutons ça. On est au village de Mystique. Et ça s'appelle la résidence Wallbridge de Mystique, écrit en anglais. On est dans le fin fond en bas de la province de Québec, tout près des États-Unis. Et on est arrivé dans un endroit où il y a une photographie d'époque qui nous montre la résidence principale qui a quasiment l'air d'un petit château. Puis au loin, il y aurait ce qui était une bâtisse ronde, différentes alcôves, qui fait le tour. Et on a appelé ça ici la grange. Mais dans le jardin, derrière cette bâtisse ici, qui semble être un château ou en tout cas une bâtisse luxueuse, il y a ça. Et ça, si on regarde les années dont on parle, entre 1885-87 et 1942. Alors, il s'est passé des phénomènes ici au Québec, autant qu'en Ontario, avec le même genre de véhicule. On nous a dit ici qu'il s'agissait simplement d'un toit de tôle, un toit de tôle, qui était comme là. Mais attendez un peu, là, le modèle qu'il y a là, c'est un modèle qui est très semblable au vaisseau qu'on a appelé vénusien, qui a inspiré les Hannibal, que les Allemands ont développé, dont Georges Adamski a vu des passagers, des pilotes, etc. Et ces êtres-là sont venus pour rencontrer un physicien du Canada. Ils l'ont amené à bord. Il a été témoin de certaines choses qui se sont produites déjà à cette époque ancienne, où en orbite autour de la Terre, ils avaient installé une chaîne de vaisseaux et ils travaillaient sur l'ionosphère et étaient capables de contrôler ce qu'on va appeler la biosphère, de façon à amener des gens dans un état d'euphorie, dans un état de dépression, dans un état d'angoisse, etc. On était à cette époque-là
lorsque eux sont venus rencontrer le scientifique canadien, lui ont donné des explications à ce niveau-là. Il les a d'ailleurs compris en voyant qu'est-ce qui se passait. Et l'histoire est tombée comme une lettre morte à la poste, à un moment donné, parce que ça dérangeait vraiment, vraiment beaucoup de monde. Alors, je suis content d'avoir retrouvé une photographie qui est très semblable à la distance et à la grosseur de l'appareil par rapport à la maison. Ils savaient qu'il y avait son bureau, ils sont sortis, ils sont allés le chercher, ils l'ont emmené à bord. Puis à bord, il y en avait d'autres. Il y avait même un journaliste très important de l'époque qui avait été amené en même temps que ce physicien-là. Alors, pourquoi il y a ça maintenant sur cette photo? Alors qu'ici, on nous dit que c'est le toit d'un bâtiment. Je vois pas de bâtiment en dessous, mais je le vois très bien. La grosseur du vaisseau est très semblable aux proportions de ces vaisseaux-là. À suivre. Là, je ne peux pas donner plus d'explications pour le moment parce que je ne savais pas ce qu'on était pour découvrir par la suite. Mhm, c'est ça. Tout ce que j'ai pensé, c'était de savoir si, comme ce vaisseau-là était d'origine, appelons-le vénusienne, il est plus harmonieux, je dirais, que les fameux Hannibou. Les Hannibou, là, des soucoupes volantes développées par le Troisième Reich en Allemagne. D'ailleurs, les dates, on les voit, hein, 1885, 1887, puis 1942. 1942, on est en plein dans la Deuxième Guerre mondiale. En plein dedans. C'est ça. Et on nous dit que Hitler était sur le bord d'utiliser ces vaisseaux à lui, qui seraient les Hannibou, les rendez-vous. Alors que ce vaisseau, qui était plus réellement cosmique, d'origine interplanétaire, si on veut, c'était un modèle qui a été vu à plusieurs endroits dans le Canada. Et on était avant la Deuxième Guerre mondiale pour qu'ils viennent initier des gens dans une société secrète, la société du Vril, entre autres, en Allemagne, pour les aider à développer leur propre vaisseau. Qu'est-ce qu'il y a de vrai derrière tout ça? On s'est dit, si c'était vraiment les mêmes qui sont allés rencontrer des Allemands en Allemagne, au Québec, y a-t-il eu des Allemands? Y a-t-il un rapport? Parce que ces vaisseaux et ces contacts étaient faits spécifiquement pour un peuple qui pouvait, en développant ces technologies, puis même faire des guerres avec les autres peuples, arriver à dominer sur toutes les nations. Alors, on s'est dit, la meilleure place pour savoir s'il y a vraiment des Allemands à cette époque-là, surtout dans la région de Mystique, c'est d'aller voir un cimetière. Dans le cimetière. T'as tout compris. On est allé au cimetière. Absolument. Alors là, ce qu'on a fait, c'est que le cimetière est de l'autre côté de la rue. C'est quand même tout près. On pouvait le faire à pied. Oui. Alors, on a décidé d'aller faire une promenade là. Oui. Là, on voit l'entrée du cimetière. Et surprise! Surprise! On a découvert des francs-maçons qui étaient décédés là. C'est pas un grand cimetière. Je sais pas qu'on. Comment tu peux dire ça qu'il y avait des francs-maçons? Ben, c'est qu'on voyait le sigle des francs-maçons sur la pierre tombale. C'est ça, l'équerre et le compas. L'équerre et le compas, on le voyait très bien. Ouais. On a quoi? Le premier, on a dit, un franc-maçon, tout à coup, on continue. Un deuxième, un troisième, un quatrième et plus que ça. Ouais. Alors, il y en avait quand même beaucoup pour la grandeur du cimetière. Et nous, ce qu'on cherchait, c'était des noms allemands. On n'en trouvait pas. On trouvait des francs-maçons. Des francs-maçons. Francs-maçons. Oui, oui. Et tout à coup, à la sortie du cimetière, c'est Geneviève qui a vu deux pierres tombales avec des noms allemands. Oui, Von quelque chose, en tout cas. Ouais. Peu importe. Alors, on s'est dit, on a une forme de piste déjà, là. On est arrêté au magasin général. Ah oui, oui, là, on a arrêté au magasin général. J'ai dit, pouvez-vous bien me dire, on dit que c'est une chocolaterie. Moi, je l'appelle le magasin général, car c'était autrefois un magasin général, c'est une chocolaterie maintenant, strictement pour répondre aux besoins touristiques. Mais le type qui est là, ben, j'ai posé la question d'où ça vient le nom mystique pour le village. Écoutez bien. Ça existe depuis combien d'années, ce village-là? Oui, le village, c'est 1800. OK. Des années très loin, hein? Oui, c'est loin. Mais pourquoi ils l'ont appelé mystique? C'est parce qu'ils ne trouvaient pas de nom. Puis on dit saut mystique avec le fin de name.
Comment vous dites? It's so mystic I can't find a name. C'est tellement mystique. Oui, c'est Ah. ça. C'était dit en anglais parce que c'était des anglophones qui restaient ici. Il y avait une colonie allemande ici. On est allé dans le cimetière, il y a beaucoup de tombes des années 1800. Alors, il nous a dit en anglais, It's so mystic, I can find a name. Alors, si mystérieux qu'on ne peut pas le nommer. Alors, c'est comme ça qu'on a nommé ce village-là, Mystique. C'est mystérieux. Un village qui porte le nom du mystère en lui-même. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y avait comme phénomène mystérieux dans ce village-là? Alors là, on a fait j'ai fait des recherches. C'est toi qui as fait ces J'ai recherches. fait les recherches, Ah oui. j'ai été voir sur Internet. Et puis, on a découvert un paquet de choses. Alors, j'ai découvert un paquet de choses. Premièrement, la personne qui a fait construire ça, son nom, c'était Alexander Solomon Wallbridge. OK. Alors, quand Solomon, tiens. Solomon, tiens. Ça fait juif, hein? C'est clair. Là. Absolument. Donc, par contre, il est né au village de Mystique mais il faut dire que ça s'appelait pas Mystique, ça s'est pas toujours appelé comme ça. Mais lui, il est né là en 1828. Son père était fermier et mais lui, c'était pas ça qui l'intéressait, c'était la science et la machinerie. À 18 ans, il a décidé de partir aux États-Unis pour aller étudier la mécanique. Et son professeur, il a étudié quelques années aux États-Unis. Et quand il est revenu, il était inventeur, il a inventé un paquet de choses et puis il a fait breveter toutes ses inventions ici au Canada. Suite à ça, il s'est marié à 41 ans. Il s'est quand même marié tard. Et c'est étrange parce qu'on va probablement voir, il y a une toute petite maison, la maison familiale, qui est une maison qui est modeste. Hein. Ça, il est né là. Elle est toujours existante. Elle est habitée actuellement. Ah oui, OK. Oui, elle prend le petit rang là, pour se rendre à la ferme, là, à la grange. OK. Et tout à coup, il se marie puis il décide de se faire construire un château. Comme ça. Un château de 25 pièces, tout en pierre. On a la photo du château ici. Oui, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Avec le un château oui. de 25 pièces avec à côté une fonderie qui est immense, qui rejoint la grange. Alors tout ça est ensemble. OK, il y a des connexions entre Il y a des les connexions trois. entre... Le château rejoint la grange rejoint la fonderie Et puis à la fin, c'est la grange qui est là. Oui, c'est ça. À partir de là, il fait ce qu'il lui travaille. Cet homme-là est décédé, tu vois, à 69 ans. Il travaillait dans sa fonderie, puis il y a une porte qui a décroché, puis lui est tombé sur la tête. Il est décédé. Ce qui est encore plus... ça, disons que c'est des choses qui arrivent, mais ce qui est étrange, c'est que après son décès, ils ont décidé de détruire la maison, le château, et détruire la fonderie, qui était tout en pierre. C'est un château, là. Ben c'est oui. immense. Ils ont laissé debout seulement la grange et seulement la maison d'origine, la petite maison de bois. OK. Pourquoi? La fonderie est disparue. La fonderie est disparue. Et puis le château a est été disparu. complètement détruit. Là. Détruit. Ça a été démoli complètement. C'est comme si on voulait faire disparaître les C'est traces comme si de on voulait quelque faire chose. disparaître des traces. Ouais. Euh, Des indices qu'on pourrait comprendre que là-dedans, il se passait des choses. Oui, et puis, tu vois, ça se passe exactement, si tu veux, la démolition, c'est faite en 1942 et en 1943, Avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. avant la fin de la Deuxième Mais à Guerre partir mondiale, du moment c'est ça. où ça commençait à chauffer pour les Allemands, C'est en ça. Allemagne. Oui. Ils sentaient qu'ils n'étaient pas pour gagner, pour perdre. Et, Ouais. ouais, OK. Alors, on a une personne qui porte un nom qui, on peut penser qu'il pourrait être juif. On a des francs-maçons. On a des Allemands. On a la période de la guerre. Oui. Et puis, on a le nom mystique. Mais le nom Puis on a une photo, et la seule photo qui existe avec ce vaisseau,
Ça, je sais pas trop quoi, là, mais qui a C'est vraiment ça, l'air d'une qui a l'air de ça. Ben oui. Par contre, quand on va en arrière de ça, pourquoi aussi ça s'appelait mystique? Alors, il y a eu une autre famille qui s'est installée là. Alors, ah oui, juste pour dire que M. Solomon, hein, il a été cité dans le magazine Scientific American en 1862 pour ses découvertes et pour ses inventions. C'est ça? Alors, c'était un homme qui était quand même qui était connu du coin, puis qui avait toute sa valeur. Qui avait une notoriété. Qui avait une notoriété indéniable. Juste pour vous dire aussi, c'est que suite à ça, il y a eu une autre famille qui s'est installée. On l'appelait la famille Clapper. Qui étaient, on dit ici, qu'ils étaient particulièrement superstitieux. Eux, ils croyaient aux revenants, aux sorcières. Et dans ce village-là, il y avait des rites particuliers qui faisaient partie de leur vie quotidienne. Alors, de là, pourquoi ils ont appelé le village mystique. Et on dit aussi, à Witch Hill, il y a une colline qui est là. Witch Hill, ça veut dire quoi, ça? Le lieu de sorcières. Ben oui, Witch. C'est ça. Okay. La colline de sorcières. Un lieu occulte où les chevaux refusaient d'avancer. Ils ne voulaient pas monter la côte. Alors, et on dit aussi que les animaux se transformaient. Alors, il y a tout ça qui fait qu'on peut se poser tellement de questions sur ce temps et puis ce temps, mais il n'y a pas de réponse. Puis tout à coup, on voit ce vaisseau-là qui sort comme un peu de nulle part. Et puis, tu sais, dans ces années-là, dans l'année de la photo, des photos de vaisseaux, ça n'existait pas tant que ça, là. On ne peut pas dire que... Non, on peut dire que c'est étrange. Tout est étrange. Disons que quand on regarde l'histoire, c'est étrange. Et puis, c'est pour ça qu'on l'appelle mystique. Moi, j'ai fait un parallèle immédiatement avec une histoire que je connais depuis bien longtemps, avant même que mes émissions d'ésotérisme expérimental débutent. À une époque où j'étais plus jeune, j'avais été mis en contact avec certaines informations et certaines réalités. Toi-même, t'es né dans une famille dont un des personnages est extrêmement célèbre dans le domaine de l'insolite. Il s'agit de M. Émile Masse, que d'autres appellent Émile Massé. Là. Ouais. Et lui faisait des phénomènes étranges. Hein, on dit même qu'il a déplacé une grange dans une nuit qui était d'un côté de la route, puis il l'a déménagé de l'autre côté de la route. La grange au complet, là, c'est fait en une nuit. Ouais. Il commandait des pièces de monnaie ou des papiers, là, monnaie, là, de se battre. Puis là, tu voyais là, sur la table, là, les papiers se bougeaient, se tordaient, puis ils s'embarquaient un par-dessus l'autre, puis ça se battait. Il faisait des phénomènes, il réparait des bicycles avec des outils. Ouais. Puis quand il voulait, il faisait comme ça, la clé anglaise la partait dans les airs en arrière de son épaule, puis elle allait se placer sur le crochet exactement au bon endroit. D'ailleurs, sur le mur, il y avait le dessin de chacun des outils. C'est ça, chacun des outils avait sa silhouette en dessin. Puis il lançait comme ça, puis il allait s'accrocher en arrière. Tu sais que sur Internet, il y a, sur Facebook, les Amis de Meriville. Oui. Hein? Les Amis de Meriville, on peut aller voir, là, actuellement, il est ressorti un paquet de choses sur Émile Massé. C'est des commentaires des gens qui l'ont connu. Il y en a une soixantaine. Bon, dans le complément surprenant, Gilles va tout nous mettre ça. Il y en a une soixantaine. Tout le monde parle d'Émile Massé. Des gens qui l'ont connu, des gens qui en ont entendu parler. Il y a beaucoup de gens qui l'ont connu, puis qui ils racontent ce qu'ils ont vu. Alors, c'est quand même intéressant, là. Moi, la première rencontre que j'ai eue avec Émile, c'est à bord d'un ovni. À partir d'un déplacement qui était de Brossard à quelque part, que je ne connaissais pas. Lorsque l'OVNI a ouvert la trappe, j'ai vu le clocher de l'église, qui est un double clocher. Une grosse église à 2 clochers. Je me suis dit, mon Dieu, c'est spécial. On a ça pas loin de Brossard. Et je connaissais pas du tout Marieville, j'étais plus jeune. Et là, ils sont allés, puis ils sont revenus. En revenant
il y avait un œuf dans lequel il y avait M. Émile qui débarque dans l'OVNI. Et là, je me suis dit, vous n'êtes pas loin de Brossard? Il dit, non, mon jeune. Et il s'est passé des choses. Bon. Et ils l'ont ramené, puis après ça, ils m'ont ramené chez nous. Et j'ai cherché à le retrouver en allant à la fameuse église qui avait 2 gros clochers. Les gens m'ont dit, Marieville, il y a une église à 2 grands clochers. Et j'ai fini par retrouver la place de Émile Mars. Et avec mon Stéphane, mon plus jeune, j'ai voulu aller l'interviewer. Alors, je lui téléphone en premier. Avant de l'appeler, je veux enregistrer ce qu'il va se dire au téléphone. D'un coup, qu'il m'envoie promener puis qu'il ne veut pas aller plus loin, j'aurai au moins un enregistrement de sa voix puis quelque chose. Alors, je fais un test avec mon frère en lui téléphonant, puis en lui disant, bon, ben, je t'enregistre sa voix, là, je veux juste voir si mon enregistreur fonctionne bien. Parce que dans le temps, c'était pas facile, tous ces trucs-là, là, ça commençait. Et je reçois, alors après avec mon frère, ça a été très court, là, 30 secondes. OK, je recule, rewind, play, j'entends mon frère parfaitement. OK, le téléphone était bien enregistré, donc j'ai rien bougé, pas changé les fils. J'appelle le numéro de téléphone de M. Émile Mars. On dit Émile Mars ou Émile Massé? Ben, nous, ça a toujours été Massé, là. OK. Mais peut-être qu'il y en a qui l'appelaient Mars, mais c'est... À Ouais. Marieville, c'est Émile Massé. Émile Massé. Oui, Bon. c'est ça. Alors, j'appelle Émile Massé, et puis il me répond. Puis là, on se parle pendant une vingtaine de minutes. Là. Je me souviens que le téléphone avait duré un bon 20 minutes. Il était convivial, gentil. Puis j'ai dit, j'arriverai là avec mon garçon pour vous filmer en entrevue. C'est quelque chose de très simple. Puis, ben, quand est-ce que tu penses venir? Ben là, quand est-ce que ça vous convient? Ben, mettons mardi. Mardi soir, je vais être là, ou mardi dans l'après-midi. J'arrive là avec mon gars. Là, je dis à Stéphane, clic, record. Tu vas prendre la caméra, puis tu vas nous filmer, moi, avec Émile, en train de parler, puis de placoter. Ce que j'ai oublié de mentionner, c'est quand j'ai réécouté mon appel de téléphone que j'avais fait avec Émile, il n'y avait rien sur la bande. Il n'y a rien qui a été enregistré, alors que je venais de faire un test de téléphone avec mon frère, qui avait bien enregistré. Après, j'appelle Émile, je vérifie, il n'y avait rien enregistré. Un peu déçu. Mais là, je me dis, avec l'enregistrement vidéo qu'on va faire, on va avoir un souvenir. Curieux de hasard. Quand on a eu terminé, on arrête, on s'en revient, on regarde la bobine, il n'y avait rien enregistré. Pourtant, tout était en règle techniquement. Émile gardait ses secrets. J'avais fait une entrevue intéressante où il m'a parlé de plein de choses. Il a été élevé chez les Jésuites, hein? Il a appris la Kabbale. Il connaissait les formules dans une langue différente que le latin et le grec, qu'on va probablement associer à l'Énochien. Et Albert Pike, plutôt, pourrait en parler puis en dire plus long. Le nom de Smith vient de m'échapper parce que le phénomène OVNI dont on parle là, qui vient rencontrer un savant, qui l'amène à bord, il s'en va en orbite autour de la Terre, dans la zone de l'ionosphère. Ils utilisent quelque chose, une technologie, pour affecter le cerveau, le comportement humain. Il y a des gens qui sont très informés de tout ça. Aujourd'hui, on joue beaucoup sur la météo. Hein. On a vu que quand on a commencé cet automne, ça a été par des grands vents à tout écorner, tout arraché. Moi, je venais juste d'installer mon abri de tempo d'automobile et j'en parlerai tantôt dans la chronique avec Jérôme qui vient nous parler, lui, de survivalisme Québec. Et d'une semaine plus tard, c'était une tempête de neige alors qu'on était à peine au milieu du mois de novembre. C'était quand même étonnant tout ça. C'est surprenant, mais tu Oui. sais... On dit que ça fait 25 ans qu'il n'y a pas tombé autant de neige, si de bonheur que ça. bonheur, il parle des années 70. Oui, c'est ça. Alors, on en est à voir de façon, dans un temps raccourci, toutes sortes de changements. Bon, quand on parle de météo et de contrôle de la météo, il y a eu un ouragan terrible là, que même Trump disait, ça va être terrible là, pour l'Est des États-Unis. Mais l'ouragan est resté sur les bancs morts plusieurs jours. Il était aussi dans la région du fameux l'île là, de Epstein, là. Alors, ça a peut-être fait disparaître les traces qu'il y avait
en surface, pas ce qu'il y a dans les souterrains. Et ça a tourné, puis ça a Ça pas a du tout... bifurqué, ça a ça- bifurqué carrément, là, complètement, mais ça- c'est pas la première fois que ça arrive. Ouais. Même les autres tornades, là, ou typhons, tu vois, là, à un moment donné, whoop, ça prend une courbure, puis ça s'en va ailleurs. Ouais. Ça passe à Alors côté. que autrefois, la météo pouvait prévoir la direction des jours d'avance. Katrina, on se souvient, il savait très bien que ça s'en allait vers Nouvelle-Orléans, puis c'est arrivé en plein dedans. Mais depuis quelques années, ils ont commencé à gérer ça, là, de plus en plus. Alors, là, il y a l'autre élément. On fait disparaître le bâtiment. On fait disparaître la fonderie. On fait disparaître toute trace. Oui, il reste plus rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi à Mystique, on la voit bien la maison, le bâtisse, c'est un vrai château. C'est un 25, château, 25 pièces. 25 C'est pièces. ça. Puis, Hi, c'est quelque chose de luxueux, ça, là, le dehors. tout ce qui, normalement, parce que des châteaux comme ça, de cette grandeur-là, il n'y en a pas tant que ça ici au Québec. Oui. Bon, Bon, ben, il y en a un autre qui a été visité ici au Québec. Profitons-en pour en parler. C'est Arthur Matthews, oui, au lac Beauport. oui. Un grand ami de Nikola Tesla qui venait le voir souvent, Mhm. comme si c'était son fils spirituel, disons. Et quand il est mort, Arthur Matthews, tout a été démoli en l'espace de 15 jours. On a tout arraché avec des bulldozers. Encore une fois, pour éviter que des gens aillent ou qu'il y ait quelque Se chose poser qui trop reste, de questions ou qu'il reste des choses, des on fait choses. disparaître toutes les traces pour qu'on l'oublie. Tu sais, je veux dire, le Centre Paul Sauvé de Montréal, c'était la Mecque du Parti québécois. C'est là qu'avaient lieu des rassemblements, lorsqu'il y avait des référendums et tout ça. On l'a jeté à terre, on a détruit le Centre Paul Sauvé pour qu'il ne reste pas de traces. C'est une volonté d'oblitérer l'histoire. Tu sais, on fait disparaître les traces de l'histoire. Et là, on était sur une étrange de piste. Là, hein. On parle Vraiment de chapeau volant. étrange parce que tout est étrange là-bas. Quand on Ouais. se promène, tout devient étrange. Bon, ben, dans nos pérégrinations dans les cantons de l'Est, là, parce que le temps passe vite, puis Jérôme il s'impatiente pour à son tour de parler, on est allé dans la région un peu plus au nord, un peu plus à l'ouest de Hemingford, Uh-huh. le fameux zoo de Hemingford. Là, c'est Ah, ça, le là? parc safari. Le parc Safari, oui. Bon, au-delà un peu de là, sur les montagnes, le Covey Hill qu'on appelle. Covey Hill, c'est Bon. ça. Là, quand on regarde la carte qu'on retrouve, la Google Map qui appelle, là, on voit très bien le Covey Hill, la route, puis là, on voit d'en haut des bâtiments. Tu sais, vous en voyez 3, là, qui sont assez gros, là. On voit que c'est pas juste un petit bungalow, c'est comme 2 bungalows, des duplex, là, des townhouses, là, qu'on appelle 2 maisons collées ensemble, là. Des semi-détachés. J'ai travaillé là, moi. Là, à cet endroit-là. Et vous voyez un peu plus au sud, il y a encore une plus grande bâtisse qui se trouve à être l'école. C'est un centre. Un centre qui existait à Doréa, un centre Doréa, je dirais, de réhabilitation. Et on est tout près de ce qu'on a appelé la crevasse, entre la frontière des États-Unis et du Canada. Il y a eu des phénomènes qui se sont produits. Encore une fois. Et encore une fois, tout a été détruit. Il reste seulement à démolir l'école qui reste encore debout. Pour combien de temps, je ne le sais C'est pas. une question de mois, peut-être. Ouais. Ben là, peut-être pas durant l'hiver qu'ils vont Non, détruire mais ça. écoute, Mais s'en regardez, vient. là, les bâtiments que vous pouvez voir sur Google Maps, là, je les montre à partir du petit bonhomme qu'on amène sur la route, là, puis de la route, on voit que le petit bonhomme, il nous montre les bâtiments. On les voit bien. Ils sont encore sur Google Maps, les bâtiments. Et depuis que l'automobile de Google Maps est passé là, puis prendre des photos de ces bâtiments-là, Google Street View, comme le précise Geneviève, ouais. Ben, regardez maintenant ce qu'ils ont l'air. Hein? Tout a été détruit, fauché totalement. il n'y a plus rien. Il y a même quelqu'un qui dit c'est pas légal de faire une destruction puis de laisser les gravats là. Ça devient Au dangereux. niveau de l'environnement, Ouais. au niveau de l'environnement, Il faut pas ça ne doit oublier pas que- rester comme ça. Non, c'est ça. C'est ça. Et c'est étrange quand même. Toute cette région-là porte une signature de mystère étrange. On est à la frontière des États-Unis, ce qui permet à des Américains de se sauver au Canada au besoin.
pour prendre refuge ici. On est dans l'ésotérisme expérimental de Richard Glenn. C'est sûr que j'ose vous amener ces informations-là en me disant vous avez un bon jugement. Vous pouvez faire vous-même vos propres enquêtes pour aller encore plus loin si vous le désirez. Pour ma part, j'ai pas d'énergie et d'intérêt pour aller plus loin dans les profondeurs de tout ça. J'ai vécu des choses dans ces régions-là. On est allé constater des faits. Et aujourd'hui, on met ça sur la place publique. Personne n'en avait encore entendu parler de ces sujets-là. À peu près pas. Alors, as-tu d'autres choses à nous rajouter, Joanne? Ah, écoute, non, pas vraiment. Je pense on a quand même pas mal fait le tour là au niveau des. Mais les gens peuvent retrouver ces articles-là facilement sur Internet. De toute façon, je pense que Oui. Gilles pourra le mettre. Mhm. Alors, mais c'est des visites quand même qui sont importantes. Et en passant, l'auberge, ça s'appelle l'œuf. Ah ben tiens. Hein? Tu parlais d'œuf qui. Oui, Tu t'étais peu. Tu avais fait un tour dans un œuf. oui, c'est exactement Voilà. Et le genre le nom, d'appareil qu'ils utilisent, qui est à la forme d'un œuf. Et puis, ils descendent de l'OVNI comme un ascenseur, parfaitement en ligne droite. C'est ça. Il y a 3 passagers à bord. Ils prennent un client, ils l'embarquent, et puis ils remontent. Et l'œuf, ben, il est tellement... Et c'est comme ça. Puis il rentre dans l'OVNI en haut. Ici, ils disent Puis que là, ils appellent ça l'œuf. Qu'est-ce qu'ils appellent l'œuf là-bas? l'auberge Ah, l'œuf. ou l'auberge. la chocolaterie OK. et une chocolaterie. Et puis, ici, ils disent que les gens... des histoires circulent que d'autres ne peuvent pas dormir la nuit à cause de visites importunes. Alors, les gens Ouais, vont ouais. pas là. C'est étrange, hein? Tout est étrange. Puis, ça dure encore aujourd'hui. Alors, mes petites maquettes qui sont derrière moi, là, c'est de ça. soucoupes volantes, vous les reconnaissez, vous les avez déjà vues. Celle-là ressemble un peu à ce qu'on a vu là, à côté Ça ressemble, oui, un peu. de Wall Bridge. Celle-là, tu la reconnais sans aucun doute. Hein? Ouais. Ça, c'est le modèle qu'on Le appelle... modèle des envahisseurs. Ah, évidemment. Évidemment. David Vincent. Oui, hein. Encore une fois, des êtres grands, blonds, aux yeux bleus, qui venaient pour prendre le contrôle de la planète Terre. Mhm. Et au Canada, il y a eu un film qui a été présenté la même année que le film Rencontre du troisième type de Steven Spielberg est paru sur les écrans des cinémas. Donc le film canadien qui s'était démené pour faire un super de bon documentaire, qui est à la fois un documentaire et un film avec des bons acteurs, hein, tu as reconnu... Robert Vaughan, c'est ça? exactement, oui, c'est ça. Alors, on voit le poster de ce film-là qui s'appelle L'invasion des soucoupes volantes. Tu sais que je ne l'ai jamais vu. Starship Invasion. J'ai jamais vu ça. Moi, j'adore le titre en anglais, Starship Invasion. Oui, Parce que Starship, c'est le nom qu'on veut que dans le futur de l'ufologie, on utilise. Au lieu d'appeler ça des soucoupes volantes, ça a de l'air fou. Regarde le modèle qui est derrière toi, là. oui, c'est sûr. Alors, regarde, le plat. Ouais. Le plat était comme le dessus plat. Ressemble beaucoup au dessus plat de l'autre qu'on a vu. Oui. Euh, Ah oui. Alors, c'est tous des indices, un petit peu comme le... comment il l'appelait, là, avec les grains de... les petites pierres blanches, là, mais tu sais, les grains de... la mie de pain qu'ils mettaient, là, le petit poussette. Alors, c'est tous des indices c'est qui des permettaient indices qui de nous mènent à retrouver le quelque chemin chose. qui nous mène en quelque part. c'est ça. Alors, On se sentait comme des enfants cette journée-là. ah oui, oui, ben Ah oui, ouais, ben... parce qu'on cherchait, on a eu une piste, une première, puis après on allait un peu plus loin, puis plus on allait loin, plus on trouvait quelque chose de nouveau. Oui. Hein? Alors, qui sait qu'on trouve quelque chose de Ben nouveau merci, à un moment hein, donné? Joanne, Eh ben, ça me fait plaisir. t'es allé fouiller un peu plus sur le dossier, puis tu restes encore un peu en suspens, hein, sur qu'est-ce que c'est que ça peut... Oui, mais c'est étrange, parce que tout Ouais. se recoupe dans les années. C'est ça. Oui. Et puis quand on suit aussi l'histoire de la technologie allemande, on peut penser que cette technologie-là n'était pas juste en Allemagne aussi. Il y avait des
des bases un petit peu partout Ben pour oui. reproduire et tout ça. J'ai un jour rencontré un Allemand Ouais. qui a été envoyé en Amérique du Sud et qui est revenu avec des documents, des choses qu'il m'a présentées. Des gens me disent, « Hey Glenn, Nassim Haramein, ça faisait des années que tu l'avais interviewé et qu'il avait fait ces déclarations-là. Ouais. Pourquoi tu ne l'avais pas montré avant? » Parce que, par respect pour ma parole donnée, que tant que Nassim Haramein n'en parlait pas en public, moi je diffuserais pas ça en priorité puis en primeur, là, Ouais. juste pour faire un scoop. Alors, c'était dans le club créé, réservé aux abonnés du club créé. Ça, il était d'accord. Nassim m'avait dit, pas de problème. Mais l'Allemand m'a apporté de l'information précise sur, à l'époque de sa jeunesse, alors qu'il était médecin. Il était envoyé en Amérique du Sud pour s'occuper dans la région de l'Amazonie, précisément, des collectivités aborigènes, en rapport avec le phénomène extraterrestre et soucoupe volante. Un jour, je pourrai le présenter quand lui sera décédé. C'était ma parole donnée. Mais tu vois, le village de Mystique, il est vraiment tout près, là. On est tout près de la frontière du Vermont. Oui. On est à côté, on est à 10 minutes des États-Unis, là. Qu'on se souvienne que quand Betty et Barney Hill ont eu leur fameuse rencontre, C'était au Vermont. c'est en revenant de Montréal, en passant par le Vermont, pour C'est ça. retourner chez eux à Boston. Aussi. Ah oui. Ouais. Ah. Puis Wilhelm Reich avait développé énormément de technologies très particulières. Il disait qu'il avait développé des canons à orgone qui servaient à neutraliser les modes de propulsion de ces appareils-là qui plongeaient, qui faisaient des crashs, qui perdaient le contrôle. Puis il était là, dans le New Hampshire, Vermont, on est tous dans les mêmes États du Nord, Est des États-Unis, là, ouais. À suivre, il est intéressant. Ah On oui, verra. hein? Oui. Alors, encore une fois, j'espère que ça n'a pas troublé certaines personnes qui se disent, écoute, c'est toutes des folies, ça. Il y a beaucoup d'autres places à aller sur Internet si ça ne vous intéresse pas d'entendre parler de ça. On vous oblige pas. Ben voilà, alors on va donner la chance maintenant à Jérôme de nous parler un peu de survivalisme Québec, surtout après les tempêtes qu'on vient de connaître, là, puis les grands vents. On s'en va retrouver notre ami Jérôme. Merci, Joanne. Merci. C'est correct. Les gens qui sont là, pas d'électricité pendant des heures et des heures et des heures. Moi, j'ai un ami, il a une auto électrique. Pas d'électricité d'Hydro-Québec. Tu ne peux pas la recharger. Puis si ta batterie était déjà rendue presque à terre, panne d'électricité, panne d'automobile. Pas pratique, ça. As-tu une auto électrique? À essence. À essence. On pense qu'on est protégé, mais à essence, ça prend de l'électricité pour que les pompes fournissent l'essence qu'on met dans l'automobile. Et voilà, mais je vais faire allusion à ça tantôt dans le module. Oui, parce que ton module, là, concerne quoi ce soir? L'énergie. OK. L'énergie électrique. Surtout. Particulièrement électrique. Oui, OK. oui. Oui, ben, tu vois. Hein? Et non pas quand on dit de quelqu'un qui a une belle énergie, là. Non. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est toi qui as provoqué ça, juste pour donner de la crédibilité à ta chronique, là? Ben ouais, il fallait être concept, hein, que veux-tu, mais ça Ouais, demandait ouais. beaucoup de faveurs avant que ça arrive. Non, j'ai rien à voir là-dedans. Non, non, OK. Moi, je m'étais acheté un souffleur à feuilles. Tu sais, les feuilles d'automne là, qui s'accumulent sur le terrain. Avec un souffleur, ça va bien. Il m'avait dit qu'il était ultra puissant. Ouais. Alors, je l'ai utilisé, mais le résultat, c'est que tu as vu la tempête que ça a fait. J'étais plus capable de le débrancher. Tu fais 120 volts puis tu dois te brancher dans le 220, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis là, on voit, tiens, justement, j'avais installé l'abri d'automobile pour l'hiver. Hein, ça fait la première fois que j'en ai installé un depuis des années que je n'en avais pas installé. Ah, Puis le lendemain, des grands vents. Alors, vous voyez l'auto qui est avec l'abri qui est juste là. Et ben une chance qu'il y avait un ancrage solide sur l'asphalte avec des clous qui retenaient un ancrage, une ancre là, pour le tenir bien, bien serré. Mais on a vu que les clous ont été tirés vers l'extérieur tellement ils ventaient fort. Et le pointe de vent, comment est-ce qu'ils s'appelle ça, là, les pointes... la partie la plus forte, là. oui, les moments les plus forts, là, c'est allé jusqu'à 116 km à l'heure, ici à Mont-Saint-Hilaire. Alors, ce que j'ai trouvé comme truc pour maintenir mon abri sur place, puis pas qu'il bouge, tu sais, il y en a qui disent on va l'attacher après des arbres autour et tout ça,
Ben, regarde ce que j'ai fait. J'ai une familiale, une station wagon, à un rack à bagages. Alors, j'ai installé des cordages d'un bord comme de l'autre pour pas qu'elle bouge. Ben, en effet, ça a été parfait comme technique. L'abri est resté extrêmement stable. Mais ça m'a donné l'idée que si j'avais pas un rack à bagages, les gens qui ont une automobile, c'est un abri d'auto. Tu as une auto dans cet abri-là. Passe des cordes en dessous de ton auto, Ah ouais. accroche-les de chaque côté, puis s'il faut, mets tes roues dessus, sur les cordes, pour que la tension demeure égale des deux côtés, et l'abri ne bougera pas en tout. Puis si tu sors, tu as besoin de ton auto, ben là, tu as un problème s'il est mal ancré. Mais habituellement, quand il y a une tempête, les gens ne sont pas obligés de sortir. Hein. Ils recommandaient aux gens de rester chez eux, parce qu'en roulant, les arbres peuvent tomber sur la route à tout moment. C'est dangereux. Donc, reste chez vous quand il y a une grosse tempête. Puis si tu n'as peur que ton abri s'en aille au vent, mets des cordes, puis mets tes roues sur les cordes, puis l'abri ne bougera pas dans le vent. C'est quand même hors du commun. Là. On s'attendait pas à ça. Ouais. Tout comme on s'attendait pas à la crise du Vietnam, tout comme on s'attend pas à ce qui peut venir. Ouais. C'est l'imprévisible. Mais toi, tu es content, parce que tu te dis, ça sert à quelque chose, mes chroniques de survivalisme. Là. Il faut savoir se protéger, parce que justement, on n'est jamais capable de savoir quand ça va arriver. Ben, je suis pas content, non, que ce genre de choses-là arrive. Mais tu es content d'être préparé à ça. Oui. As-tu eu une panne? Parce que vois-tu, mon ami qui est à quelques coins de rue d'ici, Mont-Saint-Hilaire, panne générale d'électricité pendant presque 48 heures. Non, mais à l'ouvrage, j'ai dû repartir mon ordinateur 8 fois. Oh, cause tu des n'avais pas un fluctuations. batterie backup qu'on appelle? Non. Ah, moi j'ai ça évidemment dans mon Ben, installation. ça me pour toi, il passe. faut ça, oui. Mais c'est utile. Les gens vont dire c'est toujours des dépenses, mais il faut quand même être prévoyant. On n'est plus dans un monde où on se. Tu sais, à la chandelle, avec des grands vents, les chandelles auraient éteintes. Moi, je chauffe ici actuellement là, la maison avec au gaz propane. Et mon pilote, la petite flamme pilote, quand la fournaise ne fonctionne pas, au moins il y a toujours une petite flamme qui reste allumée pour que quand le thermostat renvoie du gaz, le gaz prend en feu puis ça fait de la chaleur. Ben, elle a éteint. À cause des très grands vents qu'il y a eu, Vraiment. le vent est passé par la cheminée, parce qu'il y a toujours un exhaust de cette fournaise-là, et est venu éteindre la flamme pilote. Et automatiquement, il y a un mécanisme de sécurité qui fait que tout éteint. Il n'y a pas de retour de gaz là, dans la maison. Là. Ça a complètement arrêté. Mais là, j'ai compris. Alors, on a allumé la flamme pilote, puis on a tout de suite allumé la fournaise pour qu'elle soit en plein feu. Là, ça a Elle maintenu. n'était pas à Parce risque que autant. Oui. la chaleur a fait contrepoids du vent qui est rentré dans la cheminée. Puis cette chaleur, elle sort. Tu sais, par OK. l'exhaust de la fournaise au gaz. Alors, c'est pour dire, on n'est jamais trop prudent et trop prévoyant. Hein? Alors, explique-nous comment, aujourd'hui, tu vas nous enseigner. Moi, les plaques solaires, tu en as une belle là, à côté de toi. Ben là, oui, une grande. Ben oui, on va revenir à ça tantôt. Je vais essayer de faire les choses dans un ordre. OK, je te laisse ça. C'est toi qui es le patron. Vas-y. D'accord. On va commencer par le plus petit, les piles. On va passer Comme on voit rapidement. sur Vie Québec, tu oui. fais partie de cet organisme-là. Ben, c'est pas un organisme, c'est le nom que j'ai donné au site web que moi et l'autre personne a monté le site web. Moi, Oui. j'ai mis l'information. Ça a été un travail coopératif, ça a été très, très agréable. As-tu beaucoup de visiteurs? C'est quoi l'adresse? Sur vquebec.com? Ben, c'est sur la base de Weebly. Alors, ce que je recommande aux gens pour pouvoir le trouver facilement, c'est d'aller sur Facebook, rentrer sur Vie Québec. Oui. Et puis là, vous allez voir les liens, différents articles, évidemment, le site web. OK. Alors, Bon, Geneviève a c'est dit qu'elle va le mettre en bas du Vidéorandia, là. L'adresse va être là. Juste à cliquer là. Après, évidemment, le complément surprenant. Ça, c'est toujours ce qui est en premier. Mais Gilles Surprenant, c'est son vrai nom, ben, il va quand même mettre ton adresse et ton site avec le lien dans le complément surprenant, évidemment. Parfait. Parce que tout ce que j'ai parlé, je parle, c'est Oui. sur le site. Oui. Alors, présenté un petit peu différemment, c'est sûr. Là, on est un peu plus à date. On focus plus sur les choses essentielles. Oui. Vas-y. Alors, on commence par les piles. Il y en a de différents types, de différents formats. Ce qu'on Et- appelle ici des batteries. Oui. On le voit là, sur le texte qui est écrit batterie. Et là, je viens d'en échapper une, excusez-moi. Alors, il y a les piles de format AA, les piles de format
AAA qui sont les plus connus aujourd'hui. On avait auparavant les piles de format D qu'on retrouve encore dans certains appareils qui sont peut-être un peu plus vieux. Les piles D rechargeables sont quand même assez chères et je vais vous montrer un petit truc pour vous débrouiller avec des piles D. Puis il y avait les piles C. Les piles C, oui, c'est ça, j'en avais pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'appareils qui utilisent les piles C, mais maintenant c'est fini. Hein? Ouais. durant la crise du verglas, ce sont les piles qui étaient le plus, qui restaient le plus sur les tablettes. Ah, des oui. piles de ce genre-là, de cette grosseur-là, il n'y en avait plus beaucoup. Oui, puis ça dure pas longtemps. Là. Quand tu allumes une lampe électrique avec ça, là. Ben, avec les lampes aux DEL, évidemment, les DEL ne se ressemblent pas toutes aujourd'hui. Là. Il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. Si vous achetez une lampe de poche pas chère, ça ne durera pas aussi longtemps qu'une lampe de poche de meilleure qualité. Vous allez payer plus cher, donc on en a toujours pour son argent. Ouais. Alors qu'on sait que la DEL, au départ, on a eu un électronicien qui est venu nous en parler, Hervé Lapointe. Il dit c'est fait pour une vie éternelle. La DEL, alors c'était vraiment comme au début des ampoules électriques, là, Westinghouse, là, les premières ampoules, là, il y en a qui sont encore en fonction, qui continuent encore à éclairer, puis qui n'ont jamais brûlé. Ouais. L'ampoule de Edison, Thomas Edison, elle fonctionne toujours. Exactement, tu te souviens? Hein? Ben Gilles va tout mettre ça dans le complément surprenant. Là. Alors, on a les rechargeables que moi je privilégie. Alors, on en a ici. Ça, c'est du nickel méthylhydride. Auparavant, c'était du nickel cadmium. Ça, c'est une pile de format AA ou nickel cadmium, celle qu'on met encore dans les petites lampes de jardin solaire. Okay. On a une autre chimie qui est le lithium-ion, qui a un voltage supérieur. Le lithium-ion, on le retrouve dans beaucoup d'outils électriques aujourd'hui à l'intérieur. Ça, c'est le 18650 comme format qu'on retrouve. Les autos électriques de Tesla, ils ont une quantité, chaque grosse boîte dans laquelle se trouvent les piles, d'une multitude de piles de cette dimension-là. T'es-tu sérieux? Il doit en avoir une centaine? Il y en a énormément. Dans les batteries d'ordinateurs portables, pas peut-être les plus vieux aujourd'hui, c'est ça, parce que ceux qui sont plus modernes sont plus minces. Dans les lampes de poche plus haute performance, c'est ce qu'on retrouve. On les retrouve maintenant dans les boutiques de vapoteurs. Alors, c'est plus quelque chose de très étrange, là, ce genre de pile-là. Il y a différents formats, c'est le plus populaire présentement. Et c'est le plus efficace? Les avantages d'une pile au lithium-ion, c'est qu'elle se recharge très vite. Une pile rechargeable classique, il ne faut pas la recharger trop vite, 8, 10, 12 heures dépendamment de la chimie. Ça va dépendre de la pile en tant que telle, il faut regarder les spécifications. Une pile au lithium-ion, il ne faut pas essayer de la recharger en plus que 1h30. Elle va se recharger plus vite au début que vers la fin aussi. Et au niveau des chargeurs, ça c'est un chargeur pour une pile. Il y a des chargeurs maintenant qui sont des chargeurs génériques comme celui-ci de la marque Clarus, qui est un excellent petit chargeur, qui va prendre une pile de format AA. Tu peux les mettre plus proche de la caméra de temps en temps pour qu'on voit bien ce que tu veux me montrer. Regarde là ton écran. Là. Alors ce chargeur... Oui. Ce chargeur va accepter des piles de format AA, AAA rechargeables, la 18650 que je vous ai montré, des piles de dimension plus petite. On trouve ça où, ces chargeurs-là? Beaucoup de ces choses-là ne se retrouvent pas en magasin. Bon, exception pour les vapoteurs, là, mais si vous voulez avoir un bon choix, vous allez sur Amazon. Ah oui. Vous allez sur Amazon et puis vous rentrez chargeur lithium-ion. Évidemment, il faut faire des recherches parce qu'ils vont tout sortir. Sur le site de Survie Québec, toute l'information est donnée en détail? Pas à ce point-là. Non, on rentre pas mal dans les détails rendus ici. Oui. Et le point que je veux montrer, c'est qu'on a ici une prise USB. Oui. Alors, ça rajoute beaucoup de versatilité pour pouvoir se recharger, par exemple, dans l'auto, à partir de son ordinateur portable, sur une prise électrique. On peut traîner ça avec soi. Ah, oui, okay. Sur une fiche d'allume-cigarette. J'en ai un exemple ici. J'ai simplement monté ça avec des pinces crocodiles pour brancher directement sur une batterie. Mais on a ici, l'allume-cigarette. Si on le voit bien, si avec un adapteur, avec des prises USB. Et celle-là, j'ai acheté ça au Dollarama pour à peu près 4 $. C'est pas cher. Et c'est du 2.1 ampères versus les plus vieux qui sont du 1 ampère. Donc, on a le potentiel, si le chargeur demande plus de puissance, de recharger plus vite.
OK, 2.1, ça serait ce qui est bon actuellement. Oui, c'est ça, ça change régulièrement. Ça peut devenir 2.2, 2.4, 2.8. Ben, je pense que j'en ai vu même à 3 ampères, 3 ampères, parce OK. qu'on a des connecteurs. Je vais passer ici. Je vais revenir à quelque chose sur les piles dans une seconde. Mais on a des câbles à connecteurs USB qui ont différentes grosseurs. Je vais essayer de Oui, les mettre oui, assez oui, j'ai vu proches. ça, oui. On a le USB standard. Je pense que c'est le USB-A, mais je ne suis pas certain. On en a un peu plus gros qui est un standard un peu plus âgé, Oui, qui on va retrouver dans des appareils juste un petit peu plus vieux. On a le USB-C qui a fait son apparition il n'y a pas longtemps, qui permet de charger encore plus vite. J'ai une lampe de poche assez performante là, qui utilise le USB-C. Alors, OK. je vais revenir vite au truc pour les batteries, parce que je vous ai dit que je vous allais vous montrer un truc. Il y a des adapteurs qui existent. Si vous avez Ça veut quelque dire chose qu'en qui français, il utilise- faut dire adaptateur. Mais ça fait drôle l'adaptateur. Hein? Ben oui, J'ai ça tellement fait tâtant un l'habitude de peu, dire là. Ça fait tateur, mais en anglais, c'est adapteur. Puis en adapteur. français, c'est adaptateur, parce qu'on va adaptater. Je vais rester avec adapteur. Denise, Au risque Bombardier, de me- viens pas nous bombarder. Oui, mais c'est ça. Alors, on La a dit langue que ces française. piles-là, Oui. les AAA et AA, ça c'est une AA, sont plus populaires que les piles C. Alors, qu'est-ce que vous faites si vous avez un appareil qui utilise des piles C? Ben, vous pouvez vous acheter pour peut-être $1 ou $1,50 là, l'unité, Oui. un genre d'adapteur. Puis qu'est-ce que tu fais avec ça? On a maintenant une pile C. Ah, il y a assez de courant. Tu changes le format de la pile par un adaptateur, là, justement, qui devient plus gros, plus volumineux, qui ressemble à la grosseur de l'autre sorte de pile. Oui, oui. Mais l'intérieur de la pile n'est pas la même. Non, mais on va peut-être user la pile un peu plus vite Oui. qu'une pile C. Mais au moins, on a standardisé et on peut se débrouiller. Au lieu de le faire en plastique qui vient de chez Bureau, je sais pas trop, là. Amazon, encore une fois. Tu t'en là. fais un en carton, puis merci, bonjour. Il y aurait moyen de se faire quelque chose. Écoutez, ceux qui sont Ouais. débrouillards, ils peuvent prendre un morceau de bois qui est juste du bon diamètre, de la bonne longueur, percer le trou, juste la bonne dimension, puis se débrouiller avec ça. Ouais, Ça c'est peut se encore faire. mieux, ça, ben oui, parce Ben que oui. le carton peut prendre en feu, on ne sait jamais. Oui. Alors, on a ici le même principe. On a 2 piles. Ici, on voit des piles rechargeables. Les piles IKEA sont celles que j'aime bien. Ils ont de bonnes capacités. Je ne sais pas si on le voit. Ah Moi, je ne oui. vois pas bien l'écran, 2,5 ampères. OK. Et là, ben, on les met à l'intérieur. On referme et on a maintenant une pile de grosseur D Ben oui. avec à peu près la même puissance que les piles rechargeables D qui sont quand même assez dispendieuses. Alors, Ah, bon, c'est ça l'idée. j'en ai pas ici, mais on peut prendre le même genre d'adaptateur avec une pile AAA pour en faire une AA. Alors, des petits trucs comme ça. Si vous C'est avez bon, ça, ouais. ben, vous avez de la versatilité. Oui, c'est ça, pour se dépanner, hein, quand on est mal pris, on n'a pas tout exactement le modèle de pile qu'on aurait besoin dans tel ou tel appareil. Je vais faire une dernière note sur les piles. Il y a des piles au lithium qui ne sont pas des piles au lithium-ion, mais des piles au lithium jetables, qui sont plus chères, qui ont une durée de vie tablette plus longue, qui sont plus légères, Tablette, tu veux dire, quand on les utilise pas? d'entreposage, oui. OK. Ça veut dire combien de temps, ça? 2 ans? Jusqu'à 20 ans que j'ai lu sur les Oh, dernières. Ouais. Oh, là, c'est bon. Leur grosse qualité, c'est qu'elles fonctionnent bien dans le froid. La plupart des piles vont avoir de la difficulté. Même les piles au lithium-ion vont avoir de la difficulté dans le froid, à part peut-être certaines formules plus modernes, récentes. Et De là, le problème des autos électriques, que ça marche moins bien l'hiver quand il fait très froid. et oui, ça sera Les toujours, piles sont moins... Ça marche aussi bien, mais je veux dire, la durée de vie des accumulateurs, appelons-les comme ça, exact. ils vont se vider plus vite, puis ils auront moins de puissance. Alors, on a vu tantôt le bloc d'alimentation USB. C'est comme une pile, ça. C'est une pile, c'est Oui. du lithium-ion à l'intérieur ou peut-être même du lithium-phosphate. L'idée là-dedans, c'est d'avoir une source qui est toujours prête pour recharger son téléphone portable, surtout son cellulaire. Si on a une lampe de poche qu'on peut recharger, parce qu'il y en a qui ont des prises micro USB dessus qui nous permettraient de les recharger. On peut recharger des piles pour peut-être sa radio portative pour rester informé avec le chargeur que j'ai montré tantôt. Ça se branche là-dedans. Il y a différentes compagnies, différentes grosseurs, différents modèles. J'en ai même un ici que j'ai acheté quand je l'ai vu chez un magasin du dollar là, qui utilise 2 piles de format AA. Et on a ici la prise USB qui est là. Alors,
Ça paraît drôle des piles pour recharger des piles, là, mais dans la vraie vie, pour recharger son cellulaire, là, Oui, oui. c'est très important. Surtout qu'aujourd'hui, les cellulaires, on ne peut plus enlever la batterie dedans. La pile, on ne peut plus l'enlever dedans. Ben oui, on peut. Autrefois, moi, j'avais un cellulaire, je changeais la pile dès qu'elle affaiblissait. J'avais des piles de recharge toutes prêtes. Mais c'est ça que ça prend. C'est ça que ça Une prend. pile externe. PowerAd est une bonne compagnie. Anker est une bonne compagnie. Il y en a plein d'autres là, qui sont probablement égales ou Aussi, supérieures. ouais. Là. OK. Ça, c'est 20 pour la batterie à l'intérieur de 10 ampères. Ça, c'est entièrement une pile. Tandis que dans ton téléphone, la pile est tout petite. Elle fait partie de l'ensemble. C'est ça. Donc, ça va durer beaucoup plus longtemps que la pile qui vient dans le téléphone. Tout à fait. Dépendamment de la grosseur du bloc d'alimentation portable, on peut recharger un certain nombre de fois Ouais, ces c'est appareils. ça. Ouais, oui, c'est ça. Si vous avez moins d'argent, ben, Là, tantôt, tu vas nous expliquer comment on va charger les chargeurs. tout à fait. C'est ça, là, l'idée des plaques solaires. Là. C'est exactement. Ah, on parce que quand il n'y a progresse. pas d'électricité, ça t'en prend une source à l'origine de tout ça. Là. Et voilà. Parce que, comme on dit, les extraterrestres qui viennent sur Terre, ils ont créé l'humanité. Oui, mais qui a créé les extraterrestres? Ouais, c'est Ben, ça. il y a eu une source à quelque part. Hein. Exact. Là, la source, ça va être le soleil qui alimente les plaques solaires pour donner de l'énergie électrique. Et oui. Hein, voilà. Mais on peut aussi le brancher dans l'auto. Du moment que vous avez une prise USB ou un adaptateur, Ouais. 12 volts à 5 volts USB, vous pouvez recharger ça dans votre auto. Alors, si jamais il y avait une panne de longue durée, à chaque occasion que vous avez, quand vous avez l'automobile en fonctionnement, de recharger tout ce qui est rechargeable qui peut se brancher. Tu dis ça parce qu'en fonctionnement, l'automobile, elle a une dynamo qui fait comme une centrale d'Hydro-Québec, qui te recharge ta batterie, puis rechargerait en Ouais. même temps les piles que tu brancherais dans le briquet. Exactement. C'est ça, parce Ouais. que ça tourne. Ton moteur tourne, L'alternateur, automatiquement, c'est ça. Son travail, c'est de maintenir la batterie de démarrage dans l'automobile à un certain niveau, un certain voltage. C'est ça. Et il y a toujours une capacité d'envoyer par le briquet Mhm. de l'électricité pour recharger Et voilà. tes piles. Ah, Vous voilà. avez, Il n'y a pas que le soleil, donc les plaques solaires. Il y a ben ça. oui, il y a d'autres alternatives. C'est pas tout le monde là, qui C'est ça. peut se De là, permettre, les éoliennes. Les éoliennes qui tournent avec le vent, ça renvoie de l'électricité pour recharger tout ce qu'on a besoin. Oui, mais les éoliennes sont moins pratiques pour un individu, là, Ouais. parce que le vent, ben, Non. Mais on a c'est des grands aléatoire. vents, des fois, on a des grands vents. Ouais. Trop qui arrachent les éoliennes, c'est pas mieux. C'est ça aussi. Hein. Si vous avez peu d'argent et vous voulez en avoir un, ben 4 chez Dollarama. OK. Je ne veux pas que les gens dépensent trop d'argent, mais il y a plein. L'autre que j'ai montré, c'est 20 Ouais. Celui-ci a un défaut qui est une particularité qui peut être pratique. C'est que le travail d'un bloc pile, c'est de cesser de donner de l'électricité à sa sortie quand la pile est chargée. Alors, quand on tombe en bas d'un certain niveau, ça arrête. Qu'est-ce que tu veux dire, ça arrête? Ça arrête il n'y a plus de voltage qui sort. Oui. Une fois qu'il détecte que le courant de charge est rendu trop faible, si ton cellulaire est chargé, Oui, il va cesser pour ne pas décharger la batterie au complet. oui, d'accord. Alors, si tu le laisses brancher toute la nuit, puis que ton téléphone, tu aurais pu le recharger plusieurs fois, Oui, tu peux juste le recharger une fois parce que ta batterie est tombée complètement à terre là-dedans. oui. C'est un Mais il y a un désavantage. appareil qui détecte que ton téléphone est chargé pleinement, C'est ça. il arrête d'en donner. Alors, la plupart Il se des vide blocs pas. piles USB sont faits avec ce circuit-là. C'est ça. Celui-ci est de moindre qualité, mais il y a un avantage à ça. C'est que quand on veut brancher quelque chose qui va utiliser peu de courant et qu'on le surveille, puis qu'on le débranche une fois que c'est chargé, ça va fonctionner. J'avais montré une toute petite lampe de poche sur un porte-clés. Oui, Je ne pourrais pas le recharger avec un bloc pile comme ça, parce que le courant est trop faible. oui. Même chose pour des tout petites lumières avec un gradateur intégré. Il y en a des petites lumières qu'on peut brancher sur une prise USB. Oui, Ben, à un moment donné, on le baisse, puis là, le courant est trop faible, ça va cesser de fonctionner. Alors, vous allez voir ici, il y a une micro-prise USB et la prise USB de sortie, mais la prise d'entrée, on utilise le même câble. Et à ce moment-là, on se branche dans l'auto, par exemple, pour le recharger. oui. Alors, Il faut avoir tous ces équipements-là d'avance. C'est pas le jour où il y a une panne d'électricité que l'on court au magasin. Tout le monde va être mal pris, tout le monde va aller courir au magasin. ben oui, Premier arrivé, premier servi. Alors, les premiers arrivés, c'est ceux qui étaient là la veille. tout à fait. Ben oui. Ben Ah, oui, c'est puis bon. on voyait dans le Journal de Montréal par rapport au grand vent là, qu'il y a des endroits qui ont eu de la difficulté à s'approvisionner en essence. Ah oui. C'est toujours la même chose.
Oui, c'est une chaîne, ça. De l'essence aussi, on pourrait en accumuler. Tiens, t'as amené ton réservoir d'essence. Ben oui, parce que c'est de l'énergie, ça aussi. Oui, Alors, on on s'arrange a, pour ça ne dure pas longtemps, la quantité d'essence. ben, c'est tout petit parce que fallait que ça soit portable pour le montrer à Ben oui, l'émission. merci, ben oui. Et tout aussi important, si vous voulez entreposer de l'essence, c'est un stabilisateur d'essence. Ah, OK? ça sert à quoi? Parce que l'essence va se dégrader avec le temps. 3-6 mois, dépendamment si c'est de l'essence super ou de l'essence régulière. Ah, OK. Un stabilisateur va permettre de se rendre, si ma mémoire est bonne, jusqu'à 12 mois. Moi, je fais une rotation aux 6 mois d'une petite quantité d'essence, là. Juste pour dire que je suis pas mal pris parce que je suis pas discipliné au point que je garde mon réservoir d'essence aux 3/4 tout le temps, là. Mais c'est une bonne pratique aussi de garder son réservoir d'essence plein dans son auto. Moi, l'été, j'ai une tondeuse électrique pour le gazon. Mais l'hiver, j'ai une souffleuse à neige qui est à l'essence. Est-ce que ça veut dire que l'essence qui était dedans l'hiver passé, que j'ai arrêté de remplir au mois de mars, avril, là, quand je vais recommencer là, en novembre, décembre, là, elle est plus bonne? Ben, si tu en as peu dans ton réservoir, tu peux toujours mettre de la nouvelle essence et puis ça va diluer. Mettre de la Puis super pour lui je donner... je connais pas assez ça. c'est l'octane, hein, c'est le degré d'octane. La bleue, comme on disait, là, la bleue, l'essence d'avion, là, ça c'était la plus puissante. Ça. Moi, je faisais des courses de go-kart. OK. On allait chercher de l'essence bleue. On allait à l'aéroport de Saint-Hubert se remplir des réservoirs d'essence bleue. C'est supérieur à la jaune, la rouge. OK. Tu sais, c'est ça, là, les différentes couleurs. Ils font exprès de mettre une couleur pour qu'on reconnaisse à quoi ça sert. Ah, tu sais. c'est pour ça. Ça donnait plus d'octane, donc plus de power. Un peu comme tes piles tantôt. Là. Oui. OK. Non, sur cet aspect-là, je peux pas trop me prononcer. Là. Je connais pas assez la mécanique. Mais les moteurs sont faits pour les automobiles avec un type d'essence. Il ne faut pas se mettre à jouer avec ça. Là. L'antigel d'essence, c'est utile de temps en temps quand même, l'hiver. Là. Ah oui, OK. Ce qu'on met pour empêcher l'essence de geler là, dans le réservoir. Oui, c'est ça. Apparemment qu'ils mettent des additifs dépendamment des saisons dans les stations-service. Maintenant, les fournisseurs, hein, oui. maintenant, mais ça n'a pas toujours été le cas. Puis on recommande de jamais attendre d'avoir presque vidé son réservoir parce qu'il peut y avoir de La condensation à c'est l'intérieur. ça, Ouais. du réservoir qui va créer de l'eau. Mhm. Puis de l'eau qui se mélange à l'essence, ben ça fait ça marche pas mal moins bien. Et voilà. Il faut toujours la maintenir au minimum la moitié du réservoir plein. Puis d'ailleurs, ça donne une meilleure portance sur la neige parce que c'est plus pesant. Je ne sais pas si ça va avoir beaucoup d'incidence, mais ça se peut que ça soit Oui, un mais petit tes facteur pneus cales qui renfoncent, puis contribue. ça a plus de grip. OK. Si tu es trop léger, on le sait, autrefois on mettait des poches de sable dans la valise de l'auto. Mhm. Tu n'as jamais entendu ça? Ouais. Mettre des poches de sable juste pour donner plus de poids à l'arrière de l'automobile pour qu'elle ne skide pas, elle ne glisse pas dans les Oui, bords mais il en de faut l'eau. quand même beaucoup. Là, on parle de réservoir de 40 ou 50 litres. Je là, sais c'est que de l'eau, ça a une pesant, ça. densité d'1 kilogramme par litre. L'essence, si c'est comparable, je ne sais pas si ça va faire une si grosse différence que ça, mais enfin, c'est pas grave. Oui, ben, ça vaut la peine. La semaine prochaine, Jérôme Pilon abordera l'aspect des plaques solaires. Nous venons de voir et d'entendre le Vidéorandia de la semaine du samedi 16 novembre 2019, le numéro 46. Directement de Mont-Saint-Hilaire chez Richard Glenn, nos invités, Joanne Dagenet et Jérôme Pilon de Survie Québec. Et avec Joanne Dagenet, on a fait un petit tour en automobile sur les routes de l'insolite au Québec pour découvrir des choses étranges, n'est-ce pas? À nous de poursuivre l'enquête maintenant. Et avec Jérôme Pilon, il faut être prêt à tout, surtout en hiver précoce. Ne manquez pas d'aller lire le complément de notre ami Gilles Surprenant, n'est-ce pas? Voici un extrait de ce qu'on retrouve maintenant dans la salle du club créé 19-11 du mois de Ben, lui, il novembre. va appeler ça de la synchronicité comme quasiment des hasards que ça arrive, mais c'est Non, c'est ça non que je te dis. causal. Là. Alors que si c'est surconscient, c'est des êtres qui sont capables de gérer l'espace et le temps au point de provoquer, comme une orchestration, l'événement dans le rythme parfait pour que les deux se rencontrent au bon moment. Je te suis, je te précède, puis Jung n'aurait pas dit le... Mais tu sais, il parle de Vraiment. l'inconscient, puis moi je vais parler de surconscient.
Oui, il n'y a pas d'objection à ça, par exemple. Je veux dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Jung, justement, a une approche phénoménologique. Donc, de son point de vue, avec tout le respect qu'on se doit mutuellement, il aurait considéré que ça, c'est une explication. Oui, Parler de surconscient. Comme il dit, des vêtements. Là. Oui, à partir de là, on se trouve à habiller le phénomène, Ouais. puis lui donner une interprétation un peu religieuse, par exemple, etc. Jung se serait probablement objecté à ça, quoique il rapporte des expériences de contact, de dialogue avec des morts, de dialogue avec des anges, des archanges, des prophètes. Et, quand on lit le livre rouge, là, c'est très, très particulier. Là. C'est absolument pas en train de nier qu'il existe des formes de conscience supérieure. C'est juste qu'il appelle ça globalement l'inconscient pour la simple et unique raison qu'on n'en est pas conscient. Nous, l'être humain. Nous, on n'en est pas conscient. Alors, donc, l'inconscient, c'est tout ce dont nous ne sommes pas conscients. Donc là, après ça, qu'on divise ça en subconscient, puis en surconscient, puis pourquoi pas, là? Comme on divise parfois dans certains textes l'astral en bas astral, en haut astral, là, on peut considérer que l'inconscient, c'est beaucoup plus vaste que la conscience. Oui. Puis, donc, Bon, ben, ça regarde. inclut des formes de conscience supérieure à l'être humain. Mais en pratique, d'un point de vue phénoménologique, on n'en est pas conscient. Donc, on appelle ça l'inconscient globalement pour cette raison-là. C'est un complément au congrès UFO 901 qui a viré en débat ici de plus d'une heure avec Alain Niala et Richard Glenn. C'est un clin d'œil au texte envoyé par M. Toby Guillemette, ufologue français, qui a été lu en introduction du congrès et aussi au début de cet entretien intimiste qui est disponible dans la salle du Club Cré du mois de novembre 2019, la salle 1911. Je vous rappelle que tous les liens, autant pour aller au complément surprenant, sont juste ici en bas du Vidéorandia sur YouTube, ainsi que les moyens de vous abonner au Club créé dont on vient de parler, ou au congrès UFO 901, ainsi que les liens que nous apportent nos invités à l'émission. Au plaisir de vous lire, de vous retrouver. À bientôt et bonne semaine.